Salut, moi c'est Antoine. Je suis cuisinier en chef de CTPE. Salut, moi c'est Simon, je suis l'apprenti à la cuisine moléculaire. Bonjour, moi c'est César. Je vais accompagner nos deux acolytes Antoine et Simon durant tout CTPE. Je suis chimiste dans le milieu alimentaire. Oui, alors on va patienter 1 à 2 minutes pour que ça soit bien chaud. Antoine, tu peux te mettre à table si tu veux. Pas de soucis, Simon, j'y vais. Je suis désolé, Simon, mais c'est pas très bon. Ah bon? Bah ouais, je suis désolé, mais. Tu sais, moi je connais tes talents de chimiste, hein. Tu devrais plus te mettre à la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire? Je connais pas moi. C'est quoi? Si tu veux, je te propose de t'expliquer ça dans un court instant. Bonjour à tous. Donc nous avons choisi pour nos TPE le sujet de la cuisine moléculaire. Donc pour ce sujet, nous avons élaboré une problématique qui est assez simple. Donc comme quoi, dans quelle mesure la cuisine moléculaire est-elle une alternative à la cuisine traditionnelle? Oui, alors tout à fait. Donc notre thème rentre dans le thème matière et forme, transformation de la matière sous toutes ses formes. Donc pour ce thème, nous avons besoin de l'utilisation de matières plutôt scientifiques, donc qui sont notamment la science et vie de la Terre, donc SVT, et la physique-chimie. Donc nous allons vous présenter notre plan. Oui, tout à fait. Alors donc le plan commence par l'introduction. Ensuite, il y a une première partie qui s'appelle qu'est-ce que la cuisine moléculaire, hein, pour vraiment vous expliquer ce que c'est, avec quelques sous-parties comme son origine, les différences avec la cuisine moléculaire. Et surtout, le plus important, c'est la définition de la cuisine moléculaire. Donc ensuite, nous allons aborder les différentes techniques donc, qui sont un peu particulières, donc, qui sont typiques pour cette cuisine. Donc notamment la gélification. Donc on va essayer de vous montrer des spaghettis de jus de fruits. Donc on vous dit d'avance que c'est pas gagné, mais bon, on va essayer. Après, il y aura la sphérification. Donc on va essayer par exemple le caviar de menthe. Donc ça va ressembler à des bulles. Puis nous parlons ensuite de cette technique, donc l'émulsification, qui est une technique assez particulière, donc avec son additif, la lécithine de soja. Et enfin, en toute dernière expérience, on va essayer de faire un cocktail fumant avec de la glace carbonique. Ensuite, on passe à la partie numéro 3. Donc dans cette partie, nous allons dire que la cuisine moléculaire est une innovation. On va notamment citer les avantages et les bienfaits sur le corps humain. Ensuite, on va essayer de savoir comment on peut avoir une meilleure perception du goût. Donc ça, c'est en lien avec la science et vie de la Terre. Puis enfin, une cuisine à base d'additifs qui serait moins dangereuse pour la santé. Ensuite, on verra les effets néfastes, comme les effets secondaires. Et dans une dernière partie, donc partie numéro 4, une conclusion, avec sans doute une petite ouverture sur la cuisine note à note. On va également vous expliquer ce que c'est. Et puis on essaiera certainement d'avoir une interview d'un point de vue d'un professionnel, donc que ce soit d'un nutritionniste ou d'un grand chef, donc vous verrez dans la suite de la vidéo. Et puis on vous citera également les sources. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de la cuisine moléculaire. J'espère que vous allez aimer. Depuis le début de notre ère, la cuisine ne cesse d'évoluer au cours des siècles. Cette cuisine s'enrichit selon les différentes cultures, les différentes ethnies. La cuisine est un art qui a pour but de répondre à des exigences précises et elle peut s'adapter selon les goûts. Depuis quelques années, une nouvelle forme de cuisine fait son apparition sur le marché. La cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire est donc une alternative de la cuisine traditionnelle. Cette nouvelle technique s'appuie sur la science et sur l'art de la cuisine. D'ailleurs, Hervé Thys, qui est entre autres un physico-chimiste français, est le principal initiateur de la cuisine moléculaire. Enfin, plus précisément, ils sont, avec Nicolas Curti, les inventeurs de la gastronomie moléculaire. La gastronomie moléculaire est un domaine plus large que la cuisine moléculaire. Alors en effet, la cuisine moléculaire est un dérivé de la gastronomie moléculaire. Ce domaine ayant pour but d'étudier les mécanismes au cours d'une transformation culinaire.
Nous allons donc étudier par le biais des travaux personnels encadrés le thème de la cuisine moléculaire. Dites-moi les gars, je me suis un peu renseigné sur le net. Franchement, la cuisine moléculaire, ça a l'air vraiment sympa. Et puis, j'ai regardé un peu après avec des recherches et tout ça. Et puis, j'ai fait une petite définition. Je peux vous la dire si vous voulez. Pas de souci. Donc, la cuisine moléculaire, c'est une cuisine qui utilise une nouvelle forme, donc de différents ingrédients, mais aussi qui se base sur une cuisine qui est nouvelle. Donc, donc la cuisine moléculaire, c'est aussi une issue de la gastronomie moléculaire. Donc, la gastronomie moléculaire, c'est quoi? C'est une gastronomie qui étudie les différents mécanismes qui interviennent au cours d'une expérience culinaire. Alors il est important de différencier la cuisine moléculaire et la gastronomie moléculaire. En effet, la cuisine et la gastronomie moléculaire sont bien différentes. La gastronomie moléculaire n'est pas, comme on pourrait croire, ce qui se rapporte directement à l'alimentation, mais c'est plutôt une science qui s'exploite en laboratoire, alors que la cuisine moléculaire, elle, utilise les principes de la gastronomie moléculaire afin de ravir certaines papilles. On voit donc que la gastronomie moléculaire est avant tout une matière scientifique, contrairement à la cuisine moléculaire qui est, elle, l'application de ces nouvelles connaissances. La cuisine moléculaire est une production d'aliments, d'où le nom cuisine. La gastronomie moléculaire s'est développée peu à peu à travers le monde. Pour découvrir son origine, il faut remonter dans le temps. Nous allons vous présenter l'origine de la cuisine moléculaire. Alors en effet, dès l'Antiquité, les Égyptiens s'intéressaient sur la question de la fermentation et de la conservation de la viande. On peut d'ailleurs le retrouver sur de nombreux papyrus. Tout d'abord, il y a une date à noter, donc la date de 1780. À cette date, Antoine Lavoisier a eu recours à la science afin d'étudier certains phénomènes, donc notamment culinaires, sans s'en rendre compte véritablement. C'est par exemple le cas du bouillon de bœuf. Le premier homme à définir la gastronomie moléculaire, sans connaître véritablement son nom, c'est Antonin Carême. Alors, dans un traité que l'on fait de la chimie lorsque l'on cuisine, mais c'est à partir du 19e siècle que la gastronomie moléculaire connaît un véritable essor. De grands noms de la chimie se sont intéressés à ce sujet. Ils ont alors prouvé que la cuisine et la chimie sont étroitement liées. Certaines expériences peuvent conduire à de véritables recettes. Notamment, c'est à partir de 1988 qu'Hervétis, donc un grand physicien français, et Nicolas Curti s'associent. Ils créent ensemble la cuisine moléculaire suite à de nombreuses expériences, notamment des tests expérimentaux. C'est notamment une expérimentation sur les œufs qui est à l'origine de la gastronomie moléculaire. Hervétis s'est alors posé des questions sur la différence chimique qui existait si l'on ajoutait les œufs un à un, Ou si, au contraire, on les mélangeait tous en même temps. C'est pour étudier et approfondir de tels procédés chimiques qu'Hervétis s'est associé à Nicolas Curti. Donc la cuisine moléculaire présente des ustensiles qui lui sont propres, donc on va vous les présenter dans un court instant. Mais également les méthodes de cuisson par exemple sont différentes de la cuisine traditionnelle, donc notamment dans la cuisine traditionnelle, la cuisson n'est pas la même que dans la cuisine moléculaire. Donc ce qui est particulier pour la cuisine moléculaire, donc c'est notamment les ustensiles donc, qui sont propres, mais aussi des ingrédients nouveaux comme admettons l'alginate de sodium ou encore l'agar-agar. On se retrouve maintenant avec une vidéo de l'ouverture du kit de la cuisine moléculaire. Alors ce kit est indispensable à la création des différentes expériences que nous allons vous présenter durant cette TPE. Alors je vais l'ouvrir, hein. Hop là. Alors, dans ce pack, on retrouve un DVD avec les recettes, un petit livret qui explique les techniques et comment mener à bien les différentes expériences que l'on peut faire.
Maintenant, on passe aux outils. Alors, il y a une cuillère assez profonde pour la sphérification inverse et basique, notamment. Ensuite, il y a une cuillère percée, comme ceci, qui est nécessaire à la récupération des sphères que l'on crée grâce à la sphérification inverse ou basique, encore une fois. Alors ensuite, on retrouve des petits tuyaux pour notamment les spaghettis de jus de fruits que nous allons vous présenter. Une seringue, toujours pour les spaghettis. 3 pipettes pour un dosage encore plus précis. Et enfin, un moule pour la sphérification inverse et basique, mais qui est moins profonde et moins large que la cuillère que je viens de vous présenter. Ensuite, on passe maintenant aux additifs. Alors, il y a l'agar-agar, la lécithine de soja, l'alginate de sodium et enfin le lactate de calcium. Oui, alors, nous allons vous parler d'une certaine technique utilisée dans la cuisine moléculaire, donc c'est notamment la gélification. Donc la gélification, c'est quoi? Donc c'est tout simplement le fait qu'un liquide quelconque soit emprisonné à l'intérieur même d'un gel. Donc par exemple, pour un exemple du quotidien, on va vous présenter donc la confiture tout simplement, qui est donc une technique de gélification. Donc tout simplement, cette gélification est due à des molécules de collagène donc, qui libèrent des protéines qui sont donc d'origine d'acides aminés. Est constitué de proline et aussi de glycine. Les 3 quarts de la masse protéique chez l'humain sont dus au collagène. Alors, nous sommes ici en présence des 2 acides aminés qui composent la molécule de collagène. Alors, tout d'abord la glycine, qu'on peut noter G ou GLY. Alors, on a sa formule semi-développée juste ici, et la formule brute qui est de C2H5NO2. Alors ensuite, nous avons la proline, qu'on peut noter P ou PRO, avec la formule semi-développée ici présente. Et la formule brute, c'est C5H9NO2. Dans les produits du quotidien, donc notamment pour la confiture, différents facteurs entrent en jeu donc, pour la gélification, donc c'est notamment la pectine de fruits. En effet, après la cuisson des fruits concernés, la confiture se solidifie pour former un gel grâce à l'action gélifiante de la pectine de fruits. Ce sont alors des liaisons hydrogènes qui se forment entre les chaînes de pectine qui influencent cette gélification. Par ailleurs, d'autres facteurs entrent en jeu, donc notamment l'acidité de la confiture, mais aussi la température. Pour que la gélification se forme, il faut que l'agar-agar soit en contact avec l'eau. L'agar-agar est un polymère. Au contact de l'eau, ces macromolécules s'hydratent et s'éloignent les unes des autres. Une fois les molécules d'eau fixées, la chaîne du polymère se déplie. Cela met en évidence la présence de 2 espèces caractéristiques de l'agar-agar. Un radical hydrophile qui absorbe l'eau et un radical hydrophobe qui évite, repousse l'eau. L'agarose est riche en radicaux hydrophobes et à l'inverse, l'agaropectine est riche en radicaux hydrophiles. Ces radicaux sont répartis de part et d'autre sur les polymères d'agar-agar. Afin d'isoler leurs radicaux hydrophobes, les polymères se placent parallèlement entre eux de façon à ce que les radicaux hydrophobes soient tournés vers l'intérieur et les radicaux hydrophiles vers l'extérieur. Cette interaction se déroule lorsque la solution est chauffée, donc température d'au moins 90 degrés. Lorsque la solution se refroidit, on assiste au rapprochement des polymères. Des jonctions hydrogènes sont créées, un réseau se forme alors. Avec le rapprochement des polymères, le liquide est emprisonné, la gélification est donc réalisée. Les propriétés gélifiantes de l'agar-agar doivent d'abord être activées par une élévation de la température de la solution à environ 90 degrés. Le processus de gélification s'enclenchera au refroidissement, soit à une température variant de 32 à 43 degrés Celsius. Et le gel produit sera réversible, c'est-à-dire qu'il pourra être refondu et remodelé. Pour créer des spaghettis, la solution contenant de l'agar-agar sera d'abord
porté à ébullition, puis injecté à l'intérieur d'un tube de silicone pour ensuite être refroidi et démoulé. Donc pour cette expérience, on va réaliser de véritables spaghettis de jus de fruits. Donc pour cela, on aura besoin de notamment 80 ml d'eau qu'on va porter à ébullition, puis 125 ml de jus de fruits. Alors on va ajouter 125 ml de jus de fruits concentré aux 80 ml d'eau qu'on avait mis précédemment. Ensuite on va ajouter un sachet d'agar-agar. C'est un additif qui permet la gélification. Hein, hop, je l'ajoute. Comme ceci. Et maintenant, tout en secouant, on va porter à ébullition cette solution. Hop, alors je mélange. On sent déjà l'odeur assez particulière, hein, qu'a l'agar-agar en contact du jus de fruits. Alors on a porté la solution à ébullition, hein. Vous pouvez venir voir. Hop. Alors maintenant on va la verser dans un récipient, donc un verre, hein, il y en a largement assez. Hop, juste ici. Faire attention de ne pas renverser sur moi. Hop là. Alors ensuite, on va laisser refroidir un petit peu. Et voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il remplit le tube de la solution préparée tout à l'heure. Hop, Donc il en met bien voilà, jusqu'au on va la bout. poser dans le bain d'eau froide. Pour que la gélification s'effectue, qu'il y ait une réaction. C'est assez périlleux. Hop. Hop, on va en faire une deuxième. Oui. On fait la même action. Hop, il remplit le tube. Et on attend 3 minutes. Voilà. Alors on a fini la présentation avec le rajout de spaghettis. Alors nous allons commencer la dégustation de ces spaghettis du fruit. Première impression, la texture est assez spéciale, ça fond en bouche, hein. Et on sent très bien le goût du cassis. C'est quand même assez sucré. Et franchement, j'aime bien. Voilà, on va passer à la table, on va goûter ce que ça donne. Plutôt pas mal. Ça fait penser un peu à la texture d'un bonbon. La sphérification est une gélification particulière. En effet, seule l'enveloppe extérieure est gélifiée, ce qui permet alors d'avoir un cœur liquide. Cette technique permet d'obtenir une texture étonnante. La sphérification a pour but de créer de véritables billes. Il y a donc deux techniques propres à la sphérification. Tout d'abord, il y a la sphérification dite basique et la sphérification dite inverse. Pour qu'il y ait une sphérification basique, il faut plonger une solution composée d'alginate de sodium dans un bain contenant des ions calcium, soit la présence de chlorure ou lactate de calcium. Au contact des ions calcium, ce liquide se transforme en billes de tailles diverses dont les parois externes sont solides et le cœur liquide. Cette technique consiste à plonger un liquide contenant d'avance du calcium, auquel on rajoute du chlorure de calcium dans un bain d'alginate de sodium. Ici, le mode de raisonnement est contraire à celui de la sphérification basique. Le calcium est dissous dans la préparation liquide à sphérifier et l'alginate de sodium est dispersé dans l'eau.
L'alginate de sodium est aussi utilisé pour la sphérification basique généralement. L'alginate de sodium se présente sous forme de poudre blanche à blanc crème, inodore et sans saveur, très soluble dans l'eau. C'est une molécule extraite d'algues brunes. Sa fonction n'est pas utilisée uniquement dans la cuisine moléculaire. En effet, l'alginate est aussi utilisé dans la vie de tous les jours. On le trouve par exemple dans les produits allégés, les surgelés, la pâtisserie, la mayonnaise, les sauces de salade, les conserves de légumes et de viande, mais aussi les potages. Il a cette qualité aussi de coupe-faim pour les produits hypercaloriques. L'alginate de sodium est aussi utilisé en médecine, donc notamment comme médicament pour favoriser la digestion entre autres. Donc le calcium est un sel minéral. En cuisine moléculaire, les différents sels de calcium participent au procédé de sphérification de base ou même de sphérification inverse en réaction avec l'alginate de sodium. Le lactate de calcium est un sel issu de l'acide lactique. Donc l'acide lactique est un produit par fermentation, c'est-à-dire par l'action de micro-organismes en absence d'oxygène. Dans la cuisine moléculaire, les sels de calcium participent au procédé de la sphérification de base ou de la sphérification inverse, en réaction à l'alginate de sodium. Le calcium a en effet la propriété, lorsqu'elle est mise en contact avec l'alginate de sodium, de s'y associer pour former un gel. Plusieurs aspects positifs, notamment c'est un correcteur d'acidité, il est certifié biologique et il est plus discret en goût que le chlorure de sodium. Il est notamment moins salé et moins amer. Donc pour cette expérience, on va réaliser une sphérification inverse, donc des ravioles de yogourt. Donc dans un premier temps, il faut verser les 470 ml d'eau dans un verre mesureur donc ici présent. On verse ensuite ces 470 ml d'eau dans un autre récipient afin d'y ajouter donc de l'alginate de sodium. Donc l'alginate de sodium, donc elle est présente dans ce sachet, donc voilà, on l'ouvre. Donc c'est sous forme de poudre blanche, donc elle est caractéristique donc, de l'alginate de sodium. Ensuite, on va devoir utiliser un mixeur plongeant, donc voilà, afin de dissoudre au maximum l'alginate de sodium, car certains batteurs à œufs ne sont pas suffisamment puissants pour pouvoir dissoudre l'alginate de sodium. Donc voilà, on va attendre quelques instants pour bien dissoudre l'alginate de sodium. Ensuite, il faut laisser reposer 15 minutes la solution. Donc voilà. Ensuite, on mesure les 80 ml de lait, donc dans ce même verre mesureur. On va ensuite rajouter un sachet de lactate de calcium. Voilà, qu'on verse dans le lait. Et puis maintenant, on peut mélanger avec une simple cuillère. Ici, le mixeur n'est pas nécessaire puisque ça se dissout assez facilement. Donc voilà, on remue, on attend quelques instants. Ensuite, on va verser ce lait, donc cette solution de lait et de lactate de calcium dans un bol auquel on va rajouter de la menthe. Donc la menthe, c'est plutôt symbolique, enfin, c'est pas forcément nécessaire, c'est juste pour ajouter du goût à nos ravioles. Ensuite, on va rajouter un yaourt de nature 2%. Donc voilà, on le rajoute. Puis ensuite, donc on va procéder, on va prendre avec une cuillère assez profonde le liquide formé et le verser dans assez délicatement dans la solution d'alginate de sodium. Donc il faut laisser reposer 3 minutes tout en remuant doucement avec une cuillère pour éviter que les ravioles ne se touchent. Ensuite, on récupère les ravioles avec la cuillère percée et on les rince dans un bol d'eau avant de servir. Il faut savoir que c'est quelque chose d'assez périlleux à faire, puis ensuite on passera à table. Ça ne se coupe pas. Je trouve ça très appétissant. C'est très bon, ça fond dans la bouche. Ça a un côté très gélatineux sur le tour.
puis ça se perce au premier contact avec les dents. Je trouve ça très très bon. On va s'attaquer à ce petit repas pour voir ce que ça donne. Surprenant. Bah, c'est mon premier avis. Après, franchement, c'est super bon parce que on a bien le goût de la menthe. Après, on sent un peu le yaourt dans un second temps, mais franchement, c'est super bon. Aspect négatif non négligeable. En effet, il peut entraîner des troubles métaboliques chez l'enfant en raison de l'immaturité de leur système digestif, dû à un dysfonctionnement des hormones comme par exemple de la thyroïde. Il peut ralentir aussi le système immunitaire chez l'adulte. L'émulsification est le procédé menant à l'émulsion. L'émulsion est la dispersion de deux liquides non miscibles, donc qui ne se mélangent donc pas. Il se présente sous forme de deux phases que l'on disperse l'une dans l'autre. La phase organique, contenant du carbone, est dispersée sous forme de gouttelettes dans la phase aqueuse, donc contenant de l'eau. En alimentaire, les émulsions les plus connues sont celles d'huile et d'eau ou autres liquides contenant de l'eau, pour former une sauce. Cependant, sans additifs, le mélange ne serait pas stable. En effet, les deux liquides non miscibles tendent à se séparer et reforment les deux phases initiales au bout d'un certain temps. Ici, la lécithine de soja est le principal émulsifiant. Donc qu'est-ce que la lécithine de soja? Donc la lécithine de soja, c'est tout simplement une protéine naturelle dont les propriétés de solubilité permettent de stabiliser la mousse formée pendant une durée d'environ 30 minutes. Donc il s'avère que la lécithine de soja posséderait des propriétés anti-cholestérol. Ces émulsifiants, notamment la lécithine de soja, possèdent des molécules tensioactives permettant la stabilisation des mousses notamment. Donc pour mettre en évidence les molécules tensioactives, on va faire une expérience qui est plutôt assez simple, que tout le monde peut faire. Donc voilà, on verse dans un premier temps du savon, donc de manière assez conséquente, donc dans un verre, auquel on va rajouter du coca. Donc voilà, donc l'expérience, le verre de droite, c'est l'expérience témoin. On va constater que donc il y a formation de mousse forcément, mais que cette mousse est plutôt éphémère, elle ne reste pas longtemps dans le verre, donc voilà, on peut compter, on va dire, petite 5 secondes maximum. Donc voilà, maintenant on fait le mélange avec le savon, et on voit bien que au cours d'un instant, donc la mousse reste présente. Donc voilà, elle ne bouge même plus. Donc le savon doit contenir certainement des molécules tensioactives, donc qui ont cette faculté à contenir la mousse assez facilement. Donc on va à présent vous parler d'une technique qui est assez nouvelle dans la cuisine moléculaire, donc la cryogénie. Donc la cryogénie, c'est quoi? Elle utilise et exploite le froid des gaz alimentaires. Donc pour cela, la cuisine moléculaire, qui exploite la cryogénie, peut utiliser soit de la glace carbonique ou encore de l'azote liquide pour donner une texture ou un aspect pour le moins étonnant de ces aliments. Donc la glace carbonique renferme du CO2 à une température avoisinante les moins 78 degrés Celsius. Alors on peut également utiliser de l'azote liquide qui correspond au gaz diazote refroidi en dessous de son point d'ébullition, c'est-à-dire environ moins 196 degrés. Donc on voit bien par cette expérience que lorsque la glace carbonique, donc CO2, entre en contact avec une source de chaleur, donc au mieux donc c'est de l'eau chaude, mais ça peut être très bien de l'eau tiède, donc comme dans l'expérience, il se produit un effet de sublimation, donc passage de l'état solide à l'état gazeux, d'où la présence de vapeur. Le gaz carbonique est alors libéré pour former de la fumée blanche recherchée. Donc pour l'expérience de cryogénie qu'on va réaliser, nous avons fait appel à un véritable professionnel du cocktail. Donc il faut savoir que la glace carbonique que nous allons utiliser
peut s'avérer très dangereux si on ne prend pas de précautions. Donc on voit bien ici d'où le port de gants. Donc voilà, il réalise un cocktail classique, donc avec menthe, avec des citrons verts. Donc voilà, d'où il porte des gants. Donc pourquoi? Donc il faut savoir que la glace carbonique est à moins 80 degrés. Donc elle vous brûlerait totalement la peau si vous ne vous protégez pas. Donc voilà, il va former ce cocktail. Donc vous allez voir la réaction qui se forme entre la glace carbonique et le liquide. Donc voilà, il va rajouter un peu de sucre de canne. Tout d'abord. Donc ça, c'est la glace carbonique, là voilà. On la met dans le verre. On voit bien que même en contact, même pas en contact avec le liquide, il y a déjà de la fumée qui se forme. On va voir dès qu'il rajoute le liquide, donc le sucre de canne, on va déjà voir un peu de fumée. Donc voilà. C'est assez impressionnant. Nous, on a assisté. C'était vraiment sympa. Voilà. Après, on rajoute un peu de badois, donc de l'eau pétillante. Puis voilà, la réaction apparaît. Donc il y a formation de fumée qui sort du verre. Donc c'est vraiment impressionnant pour nous. Et puis on a même goûté. Puis on peut vous garantir que c'est super bon et puis ça n'a aucun danger pour la santé. Donc dès que la glace carbonique vient en contact avec l'eau, donc elle n'est plus dangereuse pour la santé. Mais l'azote liquide peut par exemple, elle, comporter des dangers plus importants. Il faut savoir qu'à elle, on peut rajouter moins 100 degrés, donc elle est à moins 180 degrés. Donc voilà, on voit qu'il goûte et c'est super frais. Si la gastronomie moléculaire a été créée, c'est pour notamment modifier quelques aspects de la cuisine traditionnelle. Donc le goût est donc l'un de ces éléments que la cuisine moléculaire peut modifier. La question que peut se poser à présent, donc, c'est notamment la suivante. Comment l'homme est-il en mesure de percevoir le goût? La perception du goût est permise grâce à plusieurs éléments. La langue, qui est le muscle le plus fort de l'homme. Elle possède des papilles gustatives, mais leur nombre diminue avec l'âge. Elles permettent de reconnaître les différentes saveurs et ainsi d'envoyer au système nerveux une ou plusieurs informations. Il existe 4 types de papilles gustatives. Les papilles caliciformes, les papilles fongiformes, les papilles filiformes et enfin les papilles foliées. Ces papilles sont réparties sur l'ensemble de la langue. On en compte environ 10 000 qui sont réparties sur la langue. À ces zones de papilles, on y trouve ce qu'on appelle des bourgeons du goût. Ces bourgeons sont généralement situés relativement en surface. Ils sont composés d'environ 50 à 100 cellules sensorielles et gustatives. Les molécules qui sont entrées dans les bourgeons vont stimuler les synapses qui sont situées à leur base. Des messages chimiques correspondant aux caractéristiques gustatives vont alors être envoyés au système nerveux central par des nerfs gustatifs. Le goût se forme alors dans différentes zones cérébrales qui décodent et analysent les informations sensorielles transmises. La cuisine moléculaire soulève donc de grandes questions et inquiétudes. En effet, c'est une technique nouvelle qui nécessite l'utilisation d'éléments chimiques. Mais aussi l'association des mots cuisine et moléculaire qui est tout à fait inédit dans la cuisine peut provoquer une certaine appréhension chez les clients, mais aussi une certaine inquiétude, tout comme les noms des éléments chimiques qui proviennent pourtant principalement d'algues. Ce sont donc des produits naturels. Ils possèdent également de nombreux bienfaits et vertus. Notamment, l'agar-agar ralentit la sensation de faim et fait baisser le nombre de calories consommées. De plus, la vitamine C contribue à retarder l'apparition de la cataracte. L'ensemble des produits servant à la cuisine moléculaire sont contrôlés par l'ASFA, qui signifie l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, ces additifs peuvent contribuer à de nombreux problèmes. Chez l'homme, notamment des problèmes digestifs. Il s'avère que l'agar-agar a des effets très laxatifs, mais aussi l'azote liquide dans certaines boissons peut provoquer des brûlures irrémédiables. Mais aussi, cet azote liquide peut provoquer des douleurs au niveau de l'estomac. L'agar-agar pourrait également être très cancérigène. J'ai fort bugué. La cuisine moléculaire, par l'intermédiaire de ces additifs, peut présenter certains risques, mais elle a pour principal aspect positif cette faculté à pouvoir contourner les allergies alimentaires.
Dans le domaine de la cuisine traditionnelle, l'allergie à certains additifs alimentaires est une conséquence directe de l'allergie alimentaire. Par exemple, l'allergie de la gélatine peut être contournée par l'agar-agar qui est d'origine 100% végétale, mais qui possède les mêmes propriétés que la gélatine animale. Donc il s'agit ici de démontrer ce qu'est une allergie alimentaire. Donc l'allergie alimentaire est une réaction anormale des défenses du corps à la suite de l'ingestion d'un aliment. Donc généralement l'allergie alimentaire ne présente pas de véritables risques importants. Donc, mais elle peut aussi présenter certaines gênes pour la personne présentant cette allergie. En effet, souvent donc, les symptômes sont légers, donc des picotements sur les lèvres par exemple, ou encore des démangeaisons, des éruptions cutanées. Donc l'allergie peut également se caractériser par des problèmes respiratoires, donc par exemple l'asthme ou la toux tout simplement, ou encore des troubles, vomissements, crampes, mais aussi par un malaise par exemple. Donc il s'agit de déterminer ici à quoi est due une allergie. Donc d'une manière plus précise, la réaction allergique est causée par l'action de la substance d'allergène qui suscite alors la défense du système immunitaire, donc les anticorps. Donc ces allergènes entraînent une réaction allergique chez la personne concernée. En effet, lors du premier contact avec les allergènes, les globules blancs produisent des anticorps pour se préparer à la défense face aux prochains allergènes. Le prochain contact avec de l'allergène, mais en faible quantité, entraîne la libération d'une substance chimique appelée l'histamine. Cette libération entraîne l'apparition de symptômes symboliques des allergies. Utilisez-vous la cuisine moléculaire dans vos menus? Alors non, du tout, parce que déjà on est à la base d'une ferme auberge, donc développée plutôt dans la cuisine traditionnelle, faite maison. Donc bon, on utilise essentiellement les produits de la ferme et c'est plutôt une cuisine comme chez soi en fait. D'accord. La cuisine moléculaire est-elle mal perçue dans le domaine de la cuisine? Ben, non, je pense pas. Je pense que c'est tout autre chose. C'est vrai que ça, bon, je pense que ça, dans un grand restaurant, ça doit certainement mettre un peu d'ambiance, faire un petit peu, ça doit provoquer un petit peu d'admiration de la part des clients, certainement. La cuisine moléculaire vous a-t-elle déjà interpellé dans l'un de vos repas? Non, ou pas du tout? du tout. Du tout? Non, je pense que ça correspond pas du tout à ce que je fais. D'accord. Donc, déjà à la clientèle. Ça doit être une... Donc pour nos interviews, nous avons décidé d'appeler en premier Monsieur Hervétis, mais il faut savoir qu'il n'était pas disponible donc, pour répondre à nos questions. Donc nous avons décidé de contacter Monsieur Marc Vera, donc, qui est un grand chef cuisinier français. Donc il faut savoir qu'il a obtenu 2 fois 3 étoiles au guide Michelin. Donc vous allez voir la réponse qu'il nous apporte à nos questions. Pensez-vous que la cuisine moléculaire est une alternative à la cuisine traditionnelle? Non, non. La cuisine moléculaire est morte. Non? La cuisine... Non, mais je vous le dis. Ah, d'accord, ok. La cuisine moléculaire est morte. D'accord. Elle est Pourquoi? morte il y a 3 ou 4 ans avec l'avènement d'une nouvelle jeunesse qui arrive aujourd'hui en cuisine. Oui, la cuisine Et note à qui ne note. veut plus entendre parler de la cuisine moléculaire parce que la cuisine moléculaire, si vous voulez, il y a des techniques qui sont véritablement innovantes qu'on va Oui. garder. Mhm. Et puis il y a plein de techniques qui sont pas bonnes D'accord. et qui sont pas bonnes pour la santé, par exemple. D'accord. Et pourquoi c'est pas bon pour la santé, s'il vous plaît? Parce que vous avez des produits qui sont utilisés, qui sont pas bons pour la santé. Vous allez sur Internet, vous regarderez, vous verrez bien tous les gélifiants, les édulcorants, vous verrez bien, les absorbants. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Je peux vous en poser une deuxième, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir, mon petit, mais non, mais il faut le savoir, ça. C'est comme ce que vous mangez. Est-ce que vous êtes quand même conscient que ce que vous mangez, la pharmacie, c'est pas la peine d'y aller, la meilleure pharmacie, c'est votre assiette. Hein. Oui. Manger équilibré, tout ça. Non, mais attendez, moi j'ai une fondation, je travaille avec des chercheurs, avec des grands médecins, des grands chirurgiens. Je peux vous dire que la première
la première phase de santé pharmaceutique, c'est la sienne. D'accord, ok. Et Bah, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis toujours que la cuisine moléculaire, elle a du bon, elle a 20% de bon, et elle a 80% de produits qui ne sont pas bons pour la santé. Pas 80, 60% des produits ne sont pas bons pour la santé. d'accord, ok. Bah, je vous en pose une deuxième, hein. Eh ben, enfin, vous dites qu'elle est morte, mais est-ce que ça pouvait être une solution pour lutter contre l'obésité? Ah ben surtout pas. C'est surtout une solution. C'est pas pour lutter contre l'obésité, c'est une solution latente pour effectivement que l'humain soit contaminé par la malbouffe, je vous l'expliquais, et ça c'est dire que ça contribue à lutter contre l'obésité est une hérésie monstrueuse. D'accord. Parce que simplement, c'est des produits latents, ils sont là pour nous emmener dans un état de santé qui est pas fiable du tout. Vous comprenez? Oui, oui, Donc, oui. c'est pire que l'obésité, oui. D'accord, ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis si vous avez d'autres questions, vous m'appelez. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Selon nous, la cuisine moléculaire devient et deviendra à l'avenir une alternative à la cuisine traditionnelle. En effet, cette cuisine, qui allie la science et l'art culinaire, présente de nombreux atouts. Tout d'abord, elle permet de découvrir, d'innover, d'inventer de nouvelles recettes. Ensuite, elle permet de comprendre les différents phénomènes physiques et chimiques qui interviennent au cours d'une expérience culinaire. Mais aussi, elle permet de mettre en valeur certaines saveurs des aliments. Ça va pas. Mais aussi, elle permet de mettre en valeur certaines saveurs des aliments. Elle permet également de remplacer certaines saveurs, tout en contournant les allergies. Cependant, nous avons vu à travers ces travaux personnels encadrés que la cuisine moléculaire ne remplacera jamais la cuisine traditionnelle, étant donné qu'à l'inverse, elle innove et approfondit celle-ci. En effet, bien qu'elle présente de nombreux aspects positifs, elle présente aussi des aspects négatifs non négligeables. Bien qu'elle remplace la dangerosité de certains aliments, on sait également que cette cuisine peut comporter une certaine toxicité avec ses additifs. La cuisine moléculaire présente également de gros inconvénients, avec notamment le coût du matériel. Ce matériel doit être très précis. Il est donc principalement conçu pour les professionnels, d'où le coût assez important. Mais aussi, le coût des additifs est d'autant plus important que celui du matériel. Donc la cuisine moléculaire requiert aussi une patience importante, une certaine minutie, mais aussi avec un intervalle de temps assez important avec les expériences. Avec le développement de cette nouvelle forme de cuisine, l'art culinaire se développe. Il semblerait qu'une nouvelle forme de cuisine, qui est basée sur les fondamentaux de la cuisine moléculaire et surtout sur ses techniques, a vu le jour. La cuisine note à note. La cuisine note à note a vu le jour en 1994 dans la revue Scientific American. Cette cuisine n'utilise plus les aliments traditionnels, notamment fruits, légumes, viande, poissons, mais seulement de composés. Utilisant des composés purs, le cuisinier doit donc concevoir des formes différentes, conserver leurs couleurs, leurs saveurs, mais aussi leurs odeurs, les consistances, les températures, et pour finir, concevoir la constitution nutritionnelle.